Avez-vous déjà senti qu'une simple photographie pouvait renfermer un secret que personne, pas même ceux qui y posent, n'oserait reconnaître? En 1931, dans une petite commune de Bourgogne, une famille bourgeoise s'est réunie devant sa maison en pierre pour ce qui semblait n'être qu'un portrait ordinaire. Mais ce jour-là, une jeune domestique serrant un ballot contre sa poitrine allait déclencher, sans le savoir, l'un des épisodes les plus troublants de sa vie. Car des années plus tard, cette même photographie réapparaîtrait dans un endroit totalement inattendu, et ce qu'on y découvrirait changerait à jamais l'histoire de deux femmes. Restez avec moi. Je vais vous raconter cette histoire dramatisada inspirée de réalités que beaucoup ont vécues dans le silence. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui se cache derrière ce sourire discret, derrière ce paquet de tissus, et derrière la décision la plus courageuse de toute une vie. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à laisser un j'aime, et à me dire de quelle ville vous regardez. Cela m'aide énormément à faire vivre ces histoires dramatisada qui portent des leçons humaines importantes et qui nous rappellent que certaines vérités du passé résonnent encore aujourd'hui. Cette photographie en noir et blanc, légèrement décolorée par le temps, cache un secret que personne n'aurait pu deviner en 1931. Au centre, devant une maison de pierre au volet clair, se tient la famille Vernier. Monsieur Armand, négociant en vin prospère, pose fièrement à côté de Madame Édith, vêtue d'une robe sombre et d'un collier discret. Leurs enfants, Lucien 14 ans et Colette 9 ans, affichent cette prestance bourgeoise qui sied aux familles établies de Bourgogne. Mais si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi la femme sur le côté gauche sourit alors même qu'elle sait que dans 3 minutes, sa vie va basculer à jamais. À gauche, presque collée contre le portail en fer forgé, se tient Louise Morel, la domestique. 23 ans, maigre, visage allongé, tablier simple et cheveux tirés en chignon hâtif. Son regard ne croise pas l'objectif. Il est légèrement baissé, fixé sur quelque chose hors du cadre. Dans ses bras, serrés contre sa poitrine, une masse de tissu épais, bien noué, comme du linge sale en route vers le lavoir public. Personne, en regardant rapidement cette image, ne soupçonne quoi que ce soit. Cette photographie fut découverte des décennies plus tard dans les archives personnelles d'une famille qui ne comprenait pas pourquoi leur grand-mère l'avait gardée toute sa vie. Un détail étrange troublait ceux qui l'examinaient de près. La façon dont Louise serrait ce paquet, la courbe de ses épaules, le sourire qui n'atteignait pas ses yeux, comme si elle portait quelque chose de bien plus précieux que du linge sale. Mais pour comprendre ce moment figé dans le temps, il faut revenir 6 mois en arrière, quand Louise croyait encore aux fins heureuses. Louise Morel était arrivée de la campagne bourguignonne après la Grande Guerre, comme des milliers d'autres jeunes femmes. Son père était mort d'une maladie pulmonaire contractée dans les carrières de pierre. Sa mère avait dû prendre des emplois de domestique pour survivre. Louise avait suivi le même chemin. En 1926, la France comptait plus d'1,5 million d'employés de maison. La loi venait tout juste d'accorder un jour de repos hebdomadaire, un luxe que beaucoup de patronnes trouvaient excessif. Dans la maison Vernier, Louise dormait dans une chambre de bonne au grenier. 6 mètres carrés sans chauffage. Elle se levait avant l'aube pour allumer le poêle à bois, polir l'argenterie, cirer les chaussures de monsieur. Son salaire de 175 francs par mois représentait moins de la moitié de ce que gagnait un ouvrier. Mais c'était un toit. C'était la sécurité. C'était tout ce qu'elle possédait au monde. Un matin de printemps, Louise rencontra Julien à la gare, un jeune ouvrier aux mains calleuses qui travaillait sur les voies ferrées. Ils parlèrent d'abord de choses simples. Le prix du pain, les nouvelles du journal, puis de rêves plus grands. Économiser assez d'argent, ouvrir peut-être une petite épicerie, se marier un jour. Julien avait ce sourire qui faisait croire Louise que la vie pouvait être différente de ce que sa mère avait connu. Mais ce que Louise ignorait, c'est que Julien gardait un secret. Il était déjà marié. Une union arrangée dans son village natal, une femme qu'il n'aimait pas, mais qu'il ne pouvait pas quitter sans perdre l'héritage familial. Quand Louise découvrit cette vérité, il était déjà trop tard pour reculer. Elle était tombée amoureuse.
3 mois plus tard, Julien mourut dans ce que les autorités appelèrent un accident de travail. Une chute sur les rails. Le rapport officiel mentionnait une distraction, un faux pas tragique. Mais les ouvriers de la gare murmuraient autre chose. Ils parlaient d'un mari jaloux qui travaillait dans la même compagnie ferroviaire. Ils parlaient de regards noirs échangés la veille. Ils parlaient d'un accident qui n'en était peut-être pas un. Louise assista aux funérailles de loin, cachée derrière un mur du cimetière. Elle ne pouvait pas s'approcher. Elle n'avait aucun droit officiel sur cet homme. Monsieur Vernier avait avancé l'argent pour l'enterrement, créant une dette que Louise mettrait des années à rembourser. Une dette qui l'enchaînait encore plus solidement à cette maison. 6 semaines après l'enterrement, Louise comprit qu'elle portait un enfant. La panique la saisit comme une main de fer autour de la gorge. Dans la France des années 30, une domestique enceinte et célibataire était une honte pour la maison qui l'employait. Les familles bourgeoises se souciaient énormément de leur réputation. Un scandale pouvait ruiner des années de respectabilité soigneusement construites. Et Louise le savait. Elle savait ce qui arrivait aux filles dans sa situation. Pendant 2 mois, elle cacha son état sous des tabliers plus amples. Elle serrait sa ceinture jusqu'à en avoir mal. Elle travaillait encore plus dur, espérant que personne ne remarquerait. Mais un matin de novembre, alors qu'elle montait des seaux d'eau du puits, elle chancela. Madame Edith la vit poser la main sur son ventre. Un geste instinctif, protecteur. Ce soir-là, Madame Edith convoqua Louise dans le salon. La patronne ne cria pas. Elle ne fit pas de scène. Son ton était celui d'une femme d'affaires, réglant un problème logistique embarrassant. Elle expliqua calmement que Louise pouvait rester. La maison avait besoin d'elle. Mais l'enfant, non. Il y avait un orphelinat tenu par des religieuses à Dijon. Les archives diocésaines de l'époque montrent que des centaines de nourrissons y étaient déposés chaque année comme enfants exposés, sans mère connue. Beaucoup ne survivaient pas aux 2 premières années. Le taux de mortalité infantile dans ces institutions atteignait 40%. Madame Edith présenta cela comme une solution raisonnable. L'enfant serait élevé par des familles charitables. Louise garderait son emploi. Tout le monde y gagnerait. Sauf que Louise venait de perdre l'homme qu'elle aimait. Et maintenant, on lui demandait d'abandonner la seule partie de lui qui restait. Elle accepta parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce que la dette du funérail pesait sur ses épaules. Parce qu'une domestique sans référence ne retrouverait jamais de travail. Elle accoucha dans une chambre au fond de la maison, aidée par une sage-femme du village qui ne posa aucune question. Les registres de naissance de la commune ne mentionnent aucun enfant Morel cette année-là. Officiellement, ce bébé n'existait pas. C'était une fille. Louise la nomma Élise dans son cœur, mais ne put jamais écrire ce nom nulle part. Pendant 3 mois, le bébé fut gardé dans l'arrière-cuisine, caché comme une erreur honteuse. Louise la nourrissait entre 2 tâches, changeait ses langes en silence, pleurait doucement la nuit en sachant que chaque jour la rapprochait de la séparation finale. Seule Colette, la fille de 9 ans de la famille, découvrit le secret. Une nuit, elle entendit des pleurs étouffés. Elle descendit et trouva Louise berçant un petit paquet emmitouflé. Au lieu de courir prévenir ses parents, Colette s'assit en silence. Elle tendit son doigt minuscule. Le bébé le saisit avec sa petite main. Et quelque chose changea dans le cœur de cet enfant de famille bourgeoise. Chaque nuit, Colette descendait en cachette. Elle chantonnait doucement. Elle apportait des miettes de pain trempées dans du lait. Elle murmurait des histoires que sa mère lui lisait. Et petit à petit, sans le comprendre vraiment, elle créait un lien avec cet enfant que personne ne voulait voir. Mais le temps filait inexorablement. En février 1931, Madame Edith annonça que le cocher viendrait chercher le paquet le 28, jour de la photographie de famille. Monsieur Armand voulait immortaliser cette période faste des affaires. Les vignobles produisaient bien. Les ventes de vin se portaient à merveille. C'était le moment idéal pour une belle image à accrocher dans le salon. Louise regarda le calendrier sur le mur de la cuisine. 4 jours. Il lui restait 4 jours avant que sa fille disparaisse dans un orphelinat, où elle aurait une chance sur 2 de voir son premier anniversaire. 4 jours avant de devenir une femme qui avait abandonné son enfant pour garder un salaire de misère. Cette nuit-là, Louise ne dormit pas.
Elle fixa le plafond de sa chambre minuscule et se demanda ce que sa mère aurait fait à sa place. Elle pensa à toutes les femmes comme elle, celles dont personne ne racontait l'histoire, celles qui disparaissaient dans les marges de la société bourgeoise, celles qu'on effaçait comme on efface une tache sur un beau tapis. Et c'est là, dans l'obscurité glaciale de cette chambre de bonne, que Louise Morel prit la décision qui changerait tout. Elle n'allait pas laisser sa fille devenir un secret de plus dans une maison qui ne la voyait que comme une servante remplaçable. Le lendemain matin, Louise se rendit au lavoir public comme d'habitude pour laver le linge de la famille Vernier. Mais cette fois, elle n'y allait pas seulement pour travailler. Elle y allait pour chercher une alliée, une femme qui pourrait comprendre ce que signifiait perdre un enfant. Les lavoirs publics de France en 1930 étaient bien plus que des endroits pour nettoyer le linge. C'étaient des centres sociaux féminins, où les femmes du peuple parlaient de politique, de guerre, de prix du pain. Elles partageaient leurs joies, leurs peines, leurs secrets. Et c'est là que Louise trouva Marguerite Dubois. Marguerite avait 45 ans, le visage marqué par une vie de labeur. Elle gérait le lavoir depuis la mort de son mari pendant la guerre. Elle avait perdu son fils unique à la grippe espagnole de 1918. 13 ans plus tard, la douleur restait gravée dans ses yeux. Les survivants de cette pandémie qui avait tué des dizaines de millions de personnes dans le monde entier racontaient comment des familles entières disparaissaient en quelques jours. Louise s'agenouilla sur la pierre inclinée à côté de Marguerite. Ses mains plongèrent dans l'eau glacée de février. Le savon était cher à cette époque. Beaucoup de lavandières utilisaient des cendres mélangées à de la soude caustique. Cela brûlait la peau, laissait les mains rouges et crevassées. Mais c'était moins cher. Elles lavèrent en silence pendant un long moment. Puis Louise murmura son histoire. Julien, le bébé, l'ultimatum, l'orphelinat, le 28 février qui approchait comme une sentence de mort. Marguerite continua à frotter un drap sans lever les yeux. Quand elle parla enfin, sa voix était rauque d'émotions contenues. Elle connaissait une veuve qui vivait dans la rue derrière l'église. Une femme nommée Madame Beaumont qui tenait une petite épicerie et avait besoin d'aide. Si Louise avait le courage de quitter la maison Vernier, Marguerite l'aiderait. Le bébé pourrait rester avec elle. Ce ne serait pas une vie facile. Ce serait même très dur. Mais ce serait une vie. Louise releva la tête. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose ressemblait à de l'espoir traversa son regard. Mais l'espoir s'accompagnait de terreur. Si elle échouait, elle perdrait tout. Si la famille Vernier la rattrapait, elle pourrait être accusée de vol pour avoir pris le bébé qu'ils considéraient déjà comme propriété de l'orphelinat. Elle devait encore 87 francs pour le funérail de Julien. Une dette qu'on pourrait utiliser contre elle. Cette nuit-là, Louise ne dormit pas non plus. Elle fit des calculs mentalement. Combien de temps avant que Madame Edith remarque son absence? Combien de temps avant que le cocher signale quelque chose d'étrange? Combien de temps avant qu'elle soit dénoncée? Les risques étaient énormes. Mais continuer à vivre comme une femme qui avait abandonné sa fille lui semblait pire que n'importe quel danger. Le 27 février, la veille de la photographie, quelque chose d'inattendu se produisit. Colette entra dans la cuisine où Louise préparait le dîner. La petite fille de 9 ans s'approcha sans bruit. Elle tira sur le tablier de Louise. Quand la domestique se retourna, elle vit que Colette pleurait silencieusement. La fillette chuchota qu'elle savait que le bébé allait partir demain. Elle avait écouté ses parents en parler. Elle dit que ce n'était pas juste, que le bébé avait besoin de sa maman. Puis elle demanda quelque chose qui brisa et reconstruisit le cœur de Louise en même temps. Elle demanda si le bébé pleurerait moins, si Louise l'emmenait loin d'ici. Louise s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. Elle serra les mains de Colette dans les siennes. Elle ne répondit pas directement. Mais quelque chose dans son regard dut révéler la vérité. Parce que Colette hocha la tête gravement, comme si elle comprenait un secret d'adulte bien trop lourd pour ses 9 ans. Cette nuit-là fut la dernière que Louise passa dans la chambre de bonne où elle avait dormi pendant 5 années. Elle regarda le plafond fissuré. Elle écouta les bruits de la maison endormie. Elle pensa à toutes les domestiques avant elle qui avaient vécu dans ce même espace minuscule. Combien d'entre elles avaient eu des rêves? Combien avaient dû les abandonner pour survivre? Elle pensa aussi à sa propre mère, morte 3 ans plus tôt d'épuisement, après 40 années de service chez différentes familles.
Sa mère qui lui avait dit un jour que le pire dans leurs conditions n'était pas la fatigue ou le salaire dérisoire, c'était l'invisibilité. Le fait d'être présente dans une pièce et que personne ne vous voit vraiment. D'être un meuble qui marche et qui travaille. Louise ne voulait pas que sa fille grandisse en étant invisible, même si cela signifiait vivre dans la pauvreté, même si cela signifiait des hivers sans chauffage et des étés sans repos. Au moins, elle existerait. Elle aurait un nom. Elle aurait une mère qui l'avait choisie. Le 28 février 1931 arriva avec un ciel gris typique de la Bourgogne en fin d'hiver. Louise se leva à 4 heures du matin comme d'habitude. Elle alluma le poêle. Elle prépara le café de monsieur. Elle sortit le linge propre. Elle fit tout exactement comme elle l'avait toujours fait. Parce que le plan reposait sur une chose. Faire croire que tout était normal. Le photographe arriva à 11 heures. Il installa son équipement devant la maison de pierre au volet clair. Monsieur Armand voulait une belle image familiale pour célébrer la prospérité de son commerce de vin. À cette époque, les photographies étaient encore des événements rares et coûteux pour la plupart des gens. Seules les familles aisées pouvaient se permettre de faire venir un photographe professionnel. Madame Édith donna ses instructions. Monsieur au centre, elle à côté de lui. Lucien et Colette devant. Tout le monde en tenue du dimanche. Puis elle se tourna vers Louise qui attendait avec le paquet de linge dans les bras. Le paquet qui devait être remis au cocher dès que la photographie serait prise. Sauf que dans ce paquet, il n'y avait pas de linge sale. Il y avait Élise, endormie grâce à une tisane de camomille que Marguerite avait conseillée. Enveloppée dans du tissu épais pour étouffer tout bruit. Respirant doucement contre le cœur de sa mère qui battait si fort qu'il menaçait d'éclater. Madame Édith plaça Louise légèrement à l'écart, près du portail en fer forgé, presque hors cadre, parce que même pour une photographie de famille, une domestique restait une domestique. On pouvait la tolérer dans l'image, mais certainement pas au centre. Louise se positionna où on lui disait. Elle baissa légèrement les yeux. Elle força un demi-sourire qui ne montait pas jusqu'à son regard. Elle serra le paquet contre sa poitrine comme si sa vie en dépendait. Parce que c'était le cas. Le photographe demanda à tout le monde de rester immobile. À cette époque, les temps d'exposition étaient plus longs qu'aujourd'hui. Il fallait ne pas bouger pendant plusieurs secondes. Pour Louise, ces secondes furent une éternité. Elle pensait au poids de sa fille dans ses bras. Elle pensait au cocher qui devait arriver dans 30 minutes. Elle pensait à Marguerite qui l'attendait au lavoir. Elle pensait à tout ce qui pouvait mal tourner. Colette, positionnée devant ses parents, jeta un regard rapide vers le paquet. Un regard que personne d'autre ne remarqua. Un regard qui disait au revoir à un bébé qu'elle avait bercé en cachette pendant 3 mois. Un regard qui porterait le poids d'un secret pour le reste de sa vie. Le photographe appuya sur le déclencheur. Le flash illumina brièvement la scène. Et dans ce fragment de seconde figé pour l'éternité, Louise Morel tint sa fille une dernière fois, devant la maison où elle avait été invisible pendant 5 ans. La famille rentra à l'intérieur. Louise resta dehors, le paquet dans les bras. On lui avait dit d'attendre le cocher près du portail. Il ne tarderait plus maintenant. Le moment de vérité approchait. 10 minutes passèrent. Puis 15. Louise sentait la sueur couler dans son dos malgré le froid de février. Élise commençait à s'agiter légèrement. La tisane de camomille perdait son effet. Si le bébé se mettait à pleurer maintenant, tout serait fini. Enfin, le bruit des sabots de cheval résonna sur les pavés de la rue. Le cocher apparut au coin, conduisant une petite charrette couverte. Il s'arrêta devant le portail. C'était un homme d'une 50aine d'années, le visage tanné par le soleil et le vent. Il travaillait pour plusieurs familles de la région, transportant tout ce qu'on lui demandait sans poser de questions. Les registres de transport de l'époque montrent que ces cochers assuraient une multitude de services, des courses banales, aux tâches plus délicates dont personne ne voulait parler. Louise monta dans la charrette avec son paquet. Le cocher fit claquer les rênes. Les chevaux se mirent en marche. Direction Dijon. Direction l'orphelinat. Direction ce qui était censé être la fin de l'histoire de Louise et de sa fille. Mais Louise Morel avait d'autres plans. Et elle espérait juste avoir assez de courage pour les mener à bien. La charrette avançait lentement sur le chemin de terre menant à Dijon.
Le ciel restait gris, menaçant de pluie. Louise serrait le paquet contre elle, sentant chaque respiration de sa fille à travers le tissu. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que le cocher ne l'entende. Ils avaient parcouru environ 2 kilomètres quand Louise prit une grande inspiration. C'était maintenant ou jamais. Elle se pencha vers le cocher et dit d'une voix qu'elle espérait naturelle qu'elle devait s'arrêter au lavoir public pour récupérer du linge qu'elle avait oublié de prendre le matin même. Juste quelques minutes. Madame Vernier serait furieuse si elle l'apprenait. Le cocher haussa les épaules. Il avait l'habitude des petits détours. Les domestiques avaient toujours quelque chose à faire en chemin. Il dirigea les chevaux vers le lavoir situé au bord de la petite rivière qui traversait la ville. Quand la charrette s'arrêta, Louise descendit rapidement. Elle dit qu'elle en avait pour 2 minutes. Le cocher alluma sa pipe et s'adossa contre le siège, pas pressé. Le trajet jusqu'à Dijon prenait encore une bonne heure. Il avait le temps. Louise entra dans le bâtiment du lavoir. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle avait peur de tomber. Marguerite était là, comme convenu, agenouillée sur la pierre de lavage. Quand elle vit Louise, elle se leva immédiatement. Sans un mot, Louise lui tendit le paquet. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Marguerite, il y avait une compréhension profonde. Cette femme qui avait perdu son propre enfant 13 ans plus tôt, prenait maintenant dans ses bras la fille d'une autre mère. Un acte de solidarité qui défiant toutes les règles de la société bourgeoise. Marguerite disparut rapidement dans l'arrière-salle du lavoir, où elle gardait ses affaires personnelles. Louise prit une pile de draps propres, qui séchait sur une corde. Elle devait sortir avec quelque chose dans les bras pour ne pas éveiller les soupçons du cocher. Elle remonta dans la charrette, les draps pliés sur ses genoux. Le cocher ne posa aucune question. Il fit repartir les chevaux. Louise sentait son estomac se nouer. Sa fille était derrière elle, dans les bras de Marguerite. Elle avançait vers Dijon sans elle. Tout se déroulait selon le plan, mais la terreur ne la quittait pas. Une demi-heure plus tard, ils atteignirent la périphérie de Dijon. Louise dit qu'elle ne se sentait pas bien, que l'estomac lui faisait mal. Elle demanda au cocher s'il pouvait la laisser descendre ici. Elle rentrerait à pied. Elle connaissait un raccourci. Et puis, elle ne voulait pas vomir dans sa charrette. Le cocher accepta sans difficulté. Les malaises de domestiques ne l'intéressaient pas particulièrement. Il la laissa au bord de la route et continua seul vers l'orphelinat, avec seulement une pile de draps vides sur le siège arrière. Quand il arriva à l'orphelinat des sœurs, il expliqua que la domestique de la famille Vernier était souffrante et était rentrée à pied. Qu'elle avait le paquet de linge mais pas le bébé qu'il était censé transporter. Les religieuses, habituées aux confusions et aux changements de dernière minute, supposèrent qu'il y avait eu une erreur de date. Les registres de l'époque montrent que ce genre de malentendu arrivait fréquemment. Parfois, des familles promettaient de donner un enfant et changeaient d'avis. Parfois, des dates étaient mal communiquées. Les sœurs haussèrent les épaules et retournèrent à leurs tâches quotidiennes. Pendant ce temps, Louise marchait aussi vite qu'elle le pouvait sur le chemin du retour. Mais elle ne retournait pas à la maison Vernier. Elle retournait au lavoir. Ses pieds lui faisaient mal dans ses chaussures usées. Son cœur cognait dans sa poitrine. Chaque personne qu'elle croisait lui semblait suspecte. Chaque regard lui paraissait accusateur. Quand elle arriva au lavoir, le soleil commençait à décliner. Marguerite l'attendait avec Élise qui dormait paisiblement dans un panier en osier. Louise tomba à genoux et pleura. Pleura de soulagement, pleura de terreur, pleura pour toutes les années à venir qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Cette nuit-là, Louise et sa fille dormirent dans l'arrière-salle du lavoir sur un matelas de fortune. Le lendemain matin, Marguerite les conduisit chez Madame Beaumont, la veuve qui tenait l'épicerie derrière l'église. Une femme de 60 ans aux cheveux gris et au regard bienveillant qui avait elle-même connu la dureté de la vie. Madame Beaumont offrit à Louise un travail simple. L'aider à l'épicerie, faire les comptes, servir les clients. Le salaire serait modeste, à peine 100 francs par mois, mais il y aurait une petite chambre au-dessus de la boutique. Une seule pièce avec un lit étroit, une table et une chaise. Pas de chauffage, sauf un petit poêle à bois. Mais c'était à elle. Personne ne pourrait leur dire quoi faire de leur vie. Les premières semaines furent terrifiantes. Louise sursautait à chaque bruit de pas.
Elle s'attendait constamment à ce qu'un gendarme frappe à la porte. Elle imaginait Madame Vernier apparaissant pour reprendre le bébé. Mais les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois, et personne ne vint. En vérité, la famille Vernier n'avait pas cherché très longtemps. Pour eux, Louise n'était qu'une domestique de plus qui avait fui. Cela arrivait parfois. Les filles de la campagne ne tenaient pas toujours le coup en ville. Elles disparaissaient, retournaient dans leur village, ou trouvaient d'autres emplois. Quant au bébé, ils supposèrent que Louise l'avait emmené quelque part, peut-être chez des parents éloignés. Ce n'était plus leur problème. Ils engagèrent une nouvelle domestique dès la semaine suivante. Ce que la famille Vernier ne comprit jamais, c'est qu'ils avaient perdu quelque chose d'irremplaçable. Pas une domestique efficace, mais la possibilité de voir qu'un être humain pouvait être plus qu'un simple serviteur. Louise avait été invisible pour eux pendant 5 ans, et elle le resta même après son départ. Louise enregistra sa fille officiellement sous le nom d'Hélène Morel. Les registres de l'état civil montrent une naissance déclarée avec retard, ce qui était fréquent à l'époque pour les familles pauvres. Personne ne posa trop de questions. Le fonctionnaire nota les informations machinalement. Père inconnu, mère célibataire, un tampon, une signature, et Hélène exista enfin sur le papier. Les années qui suivirent furent dures comme Louise l'avait prévu. Le salaire suffisait à peine pour la nourriture. Louise continuait à laver du linge en plus de son travail à l'épicerie pour gagner quelques francs supplémentaires. Ses mains devinrent rouges et crevassées de passer tant d'heures dans l'eau froide. En hiver, ses doigts saignaient parfois tellement la peau craquait. En 1929, la crise économique qui avait commencé aux États-Unis atteignit la France. Les clients de Madame Beaumont se firent plus rares. Les gens achetaient moins, négociaient les prix, payèrent parfois en légumes du jardin plutôt qu'en argent. Marguerite perdit 60% de sa clientèle au lavoir. Beaucoup de familles de la classe moyenne qui payaient pour faire laver leur linge se mirent à le faire elles-mêmes pour économiser. L'hiver de 1932 fut particulièrement terrible. La rivière gela pendant 3 semaines. Impossible de laver du linge. Le peu d'économie que Louise avait mise de côté fondit rapidement. Il y eut des jours où elle et Hélène, alors âgées d'1 an, ne mangèrent que du pain dur trempé dans de l'eau chaude. Des jours où Louise pleurait silencieusement en regardant sa fille dormir, se demandant si elle avait fait le bon choix. Mais il y avait aussi des moments de beauté simple, quand Hélène fit ses premiers pas entre les rayonnages de l'épicerie. Quand elle prononça son premier mot, « maman », et que Louise sentit son cœur se gonfler d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. Quand des clients réguliers glissaient discrètement un fruit ou un morceau de fromage pour la petite fille. Quand Marguerite tricotait des chaussettes minuscules avec de la laine récupérée. Il y avait une communauté invisible dans ce quartier pauvre. Les gens qui n'avaient presque rien partageaient le peu qu'ils avaient. La parteira, qui avait aidé Louise à accoucher, ne demanda jamais d'argent quand Hélène tombait malade. Mademoiselle Dubois, l'institutrice de l'école publique, payait discrètement les fournitures scolaires des enfants les plus pauvres. C'était une solidarité silencieuse, née de la compréhension commune que la vie était dure, et qu'ensemble, on avait peut-être une chance. Hélène grandit en sachant qu'elle était différente des autres enfants. Elle n'avait pas de père. Elle portait des vêtements reprisés. Elle habitait une chambre au-dessus d'une épicerie, mais elle savait aussi qu'elle était aimée, profondément, inconditionnellement, d'une manière que beaucoup d'enfants plus riches n'expérimenteraient jamais. Louise lui apprit à lire avec de vieux journaux laissés par les clients. Elle lui répétait sans cesse que les mots étaient à elle, que personne ne pourrait les lui voler, que l'éducation était la seule chose qui pourrait lui donner une vie meilleure. Chaque soir, avant de dormir, Louise peignait les cheveux d'Hélène en chantant une vieille chanson de sa grand-mère paysanne. Un rituel simple qui tissait entre elles un lien plus fort que n'importe quelle richesse. Mais Louise gardait un secret. Elle ne parla jamais de la maison Vernier. Elle ne raconta jamais l'histoire de la photographie. Elle ne mentionna jamais l'embrûlot qui respirait. Hélène savait seulement que sa mère avait travaillé dans une maison riche où elle avait été traitée comme quelqu'un de jetable. Rien de plus. Et ce secret rongeait Louise de l'intérieur. Parfois, la nuit, elle se réveillait en sueur,
persuadée qu'Hélène découvrirait la vérité et la haïrait pour avoir menti toutes ces années. En 1940, la guerre arriva. Les Allemands occupèrent la France. La vie devint encore plus difficile. Les rationnements, les couvre-feux, la peur constante. Hélène avait 9 ans quand les premiers soldats allemands apparurent dans les rues. Elle se souvient encore du silence pesant qui tomba sur le quartier ce jour-là. Marguerite continua à faire fonctionner le lavoir, mais maintenant elle lavait aussi les uniformes allemands. Elle n'avait pas le choix. Refuser signifiait être soupçonnée de résistance. Les archives de l'occupation montrent que des milliers de Français ordinaires durent collaborer pour survivre. Après la libération, beaucoup furent punis publiquement pour cette collaboration forcée, même ceux qui n'avaient fait que laver du linge ou vendre du pain. Louise se retrouva dans la même situation impossible. Des soldats venaient à l'épicerie. Ils payaient bien, en francs ou en cigarettes, qui valèrent leur pesant d'or sur le marché noir. Refuser leur commerce aurait attiré l'attention. Accepter signifiait aider l'ennemi. Il n'y avait pas de bon choix. Un officier allemand prit l'habitude de venir au lavoir. Il remarqua Hélène, maintenant une adolescente de 16 ans. Il lui parlait en français avec un accent épais, lui offrait du chocolat, lui posait des questions sur sa famille. Louise vivait dans la terreur constante que cet homme ne décide de prendre sa fille. Les témoignages de l'époque relatent des cas trop nombreux de jeunes femmes forcées, menacées, disparues. Mais ce qui faillit briser Louise, ce fut le jour où Hélène découvrit qu'elle lavait du linge pour les Allemands. La jeune fille de 17 ans explosa de rage. Comment pouvait-elle aider ceux qui opprimèrent la France? Comment pouvait-elle trahir ainsi? Louise essaya d'expliquer qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait survivre. Mais Hélène ne voulait rien entendre. Elle cria qu'elle préférait mourir que d'être la fille d'une collaboratrice. Cette nuit-là fut la pire de la vie de Louise depuis la fuite de la maison Vernier. Elle pensa sérieusement à tout révéler à Hélène, lui dire qu'elle l'avait sauvée d'un orphelinat, que chaque sacrifice qu'elle avait fait était pour elle. Mais la peur la retint. La peur qu'Hélène ne la croie pas. La peur qu'elle la rejette de toute façon. Le lendemain, Louise emmena Hélène dans l'arrière-salle du lavoir. Elle souleva une planche du plancher. En dessous, cachés dans un espace creux, se trouvaient des vêtements appartenant à une famille juive du quartier. Des manteaux, des couvertures, des photos. Louise les gardait pour eux pendant qu'ils se cachèrent dans une ferme à l'extérieur de la ville. Elle apportait aussi de la nourriture quand elle le pouvait. Hélène regarda sa mère avec des yeux nouveaux. Elle comprit que le monde n'était pas aussi simple qu'elle le croyait, qu'on pouvait laver des uniformes allemands pour survivre, et en même temps cacher les biens de ceux qu'ils persécutaient, que la résistance prenait parfois des formes silencieuses et invisibles. Elles s'embrassèrent pour la première fois depuis des mois. Mais quelque chose s'était cassé entre elles. Une distance s'était installée. Hélène avait vu sa mère comme une héroïne toute sa vie. Maintenant elle voyait une femme ordinaire, imparfaite, qui faisait ce qu'elle pouvait dans un monde impossible. La guerre finit en 1945. La France était libre mais épuisée. Marguerite mourut 2 ans plus tard d'une cirrhose du foie. Elle avait commencé à boire pendant l'occupation pour oublier la peur. À la fin, elle buvait pour oublier qu'elle était seule. Elle mourut dans son lit au-dessus du lavoir, avec Louise qui lui tenait la main. Ses derniers mots furent pour remercier Louise de lui avoir donné un but en l'aidant avec Hélène. Elle laissa à la jeune fille un anneau d'argent, le seul bien qu'elle possédait. Hélène avait maintenant 18 ans. Elle décida qu'elle voulait devenir infirmière. Elle voulait soigner les gens que personne ne voyait, comme sa mère avait été invisible dans la maison Vernier. Elle étudia le soir après avoir travaillé toute la journée. Elle apprit l'anatomie dans de vieux manuels médicaux donnés par un médecin sympathique. Elle pratiqua les bandages sur des poupées de chiffon. En 1951, à 20 ans, elle obtint un poste d'aide-soignante dans l'hôpital régional. Les hôpitaux publics français commençaient à embaucher des aides issues de milieux modestes. Il y avait une hiérarchie stricte. Les médecins venaient de familles aisées, les infirmières de la classe moyenne, les aides-soignantes des quartiers pauvres. Mais c'était un travail, c'était une dignité, c'était une porte qui s'ouvrait. Les premières années furent difficiles. Ses collègues de classe moyenne la traitaient comme l'ex-lavandière qu'elle était. Les médecins faisaient des blagues. « Au moins vous savez nettoyer », disaient-ils,
quand elle faisait une erreur. Les patients riches se plaignaient de l'odeur de savon bon marché quand elle s'approchait. Mais Hélène serrait les dents. Elle travaillait 2 fois plus dur que les autres. Elle apprenait. Elle prouvait sa valeur. En 1954, à 23 ans, Hélène fut assignée à l'aile des personnes âgées. C'est là que sa vie bascula à nouveau. Une nouvelle patiente arriva. Une femme de 68 ans aux cheveux blancs bien coiffés, à la posture encore fière malgré la fragilité. Son nom était Madame Edith Vernier. Insuffisance cardiaque. Les médecins donnaient quelques mois tout au plus. La famille avait apporté quelques affaires personnelles. Des vêtements, des livres, et une photographie dans un cadre sombre qu'ils accrochèrent au mur. Quand Hélène entra pour la première fois dans la chambre et vit cette image, elle sentit quelque chose d'étrange, un serrement dans la poitrine qu'elle ne comprenait pas. Sur la photo, une famille bourgeoise posait devant une belle maison de pierre. Un homme, une femme, 2 enfants. Et sur le côté, presque hors cadre, une domestique maigre qui tenait un paquet de tissus. Quelque chose dans la façon dont cette femme serrait ce paquet, dans la courbe de ses épaules, dans ses yeux baissés. Cela troublait Hélène profondément. Elle ne fit aucune scène. Elle accomplit son travail. Elle changea les draps, prit la tension, administra les médicaments. Elle traita Madame Vernier avec la même correction professionnelle qu'elle montrait à tous les patients. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder cette photographie. 3 jours passèrent. Puis un après-midi, alors qu'Hélène ajustait les oreillers, Madame Edith murmura quelque chose dans son demi-sommeil. Elle parlait de cette époque lointaine, de la maison, du commerce de vin, et puis d'une voix si faible qu'Hélène dut se pencher pour entendre, elle dit quelque chose qui glaça le sang de la jeune femme. Cette domestique. Comment s'appelait-elle déjà? Louise, c'était ça. Celle qui s'est enfuie avec le linge sale. On ne l'a jamais revue. Armand disait qu'elle était ingrate. Nous allions tout arranger. Envoyer le bébé aux sœurs. Elle n'avait pas besoin de fuir comme une voleuse. Hélène laissa tomber la bassine qu'elle tenait. L'eau se répandit sur le sol. Ses mains tremblaient. Louise. Sa mère s'appelait Louise. Sa mère avait travaillé dans une maison riche. Sa mère ne parlait jamais de cette époque. Et maintenant, cette vieille femme parlait d'une Louise qui s'était enfuie avec un bébé. Elle demanda d'une voix qu'elle contrôlait à peine quel bébé. Madame Edith ouvrit les yeux, soudain plus lucide. Elle sembla réaliser qu'elle avait parlé à voix haute. Elle ferma la bouche. Elle détourna le regard. Le silence qui suivit était lourd de tous les non-dits de 23 ans. Hélène finit son service dans une sorte de brouillard. Elle nettoya mécaniquement. Elle sourit mécaniquement. Elle répondit mécaniquement aux questions des autres infirmières. Mais son esprit était ailleurs, dans cette photographie, dans les mots de la vieille femme, dans les silences de sa mère. Ce soir-là, elle rentra chez Louise plus tôt que d'habitude. Elles habitaient maintenant une petite maison modeste qu'elles louaient ensemble. Louise, âgée de 46 ans, avait les mains déformées par l'arthrite. Ses doigts ne pouvaient plus vraiment tenir un linge pour le tordre. Elle toussait souvent, une toux profonde qui inquiétait Hélène. Des années dans l'eau froide et l'humidité laissèrent des traces que le temps ne guérissait pas. Louise était assise à la table de la cuisine, épluchant des pommes de terre. Ses mains tremblaient légèrement avec l'effort. Quand elle vit Hélène entrer si tôt, elle sourit. Puis elle vit l'expression sur le visage de sa fille et son sourire s'évanouit. Hélène posa sa question directement, sans détour. « Maman, tu as travaillé pour une famille nommée Vernier. » La phrase n'était pas une question, c'était une affirmation. Louise laissa tomber la pomme de terre qu'elle tenait. Le légume roula sur le sol. Elle ne fit aucun geste pour le ramasser. Elle regarda ses mains abîmées comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Puis elle demanda d'une voix très calme qui t'a dit ce nom. « Madame Vernier est dans mon hôpital. Elle a parlé dans son sommeil. D'une domestique nommée Louise qui s'est enfuie avec un bébé. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Louise ferma les yeux. Elle respira profondément. Quand elle les rouvrit, il y avait dans son regard quelque chose qu'Hélène n'avait jamais vu. Une douleur si profonde, si ancienne, qu'elle semblait faire partie de l'âme même de sa mère. Et Louise commença à parler. Elle parla pendant presque 1 heure. Elle raconta Julien et son secret, la grossesse, l'ultimatum, l'orphelinat, le plan de fuite avec Marguerite.
La photographie prise le jour où tout avait changé. Et enfin, la vérité qu'elle avait gardée pendant 23 ans. Le paquet de tissu dans la photo, c'était toi, Hélène. Je te portais hors de cette maison. Je t'emmenais loin d'une vie où tu aurais été juste un autre de leurs secrets honteux. Hélène resta immobile, les yeux fixés sur sa mère. Les mots qu'elle venait d'entendre tournaient dans sa tête comme une tempête. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Elle se leva simplement, marcha vers la fenêtre, regarda la rue dehors où des enfants jouaient malgré l'heure tardive. Puis elle se retourna vers Louise. Sa voix tremblait quand elle parla enfin. « Tu m'as menti toute ma vie, toutes ces années, tous ces silences. Je pensais que tu avais honte de moi, que mon père était un homme dont tu ne voulais pas parler. Mais c'était autre chose. C'était cette maison, cette famille, cette photographie. » Louise pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues ridées. « J'avais peur, » murmura-t-elle. « Peur que tu me détestes, peur que tu penses que j'avais mal agi, peur que tu découvres que ta mère était juste une domestique qui avait volé son propre enfant à des gens riches. » Hélène s'approcha lentement. Elle s'agenouilla devant sa mère. Elle prit ses mains déformées par l'arthrite, ses mains qui l'avaient nourrie, lavée, protégée pendant 23 ans. Et elle dit quelque chose que Louise n'oublierait jamais. « Maman, tu ne m'as pas volé. Tu m'as sauvée. Tu ne m'as pas retiré d'une maison. Tu m'as retiré d'une vitrine. J'aurais pu être un autre objet qu'il décidait où placer. Mais à cause de toi, j'ai été une personne. J'ai eu un nom. J'ai eu une mère qui m'a choisi. » Elles s'embrassèrent. Elles pleurèrent ensemble. Pour la première fois depuis 23 ans, il n'y avait plus de secret entre elles. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, les avait libérées toutes les deux. Les jours suivants, Hélène retourna travailler à l'hôpital avec un regard différent sur cette photographie accrochée au mur de la chambre de Madame Vernier. Elle savait maintenant ce qu'elle regardait. Elle voyait sa mère. Elle se voyait elle-même dans ce paquet de tissus. Elle voyait le moment exact où sa vie avait basculé d'une trajectoire à une autre. Un après-midi, elle demanda à une collègue de prendre son relais pour quelques heures. Elle voulait être seule avec Madame Vernier. La vieille femme dormait quand Hélène entra. Son souffle était faible, irrégulier. Les médecins avaient dit que ce n'était qu'une question de semaines maintenant. Le cœur lâchait. Le corps s'éteignait doucement. Hélène décrocha la photographie du mur. Elle s'assit sur la chaise à côté du lit. Elle attendit que Madame Edith ouvre les yeux. Quand ce fut le cas, elle vit la surprise puis la peur dans le regard de la vieille dame. « Madame Vernier, » dit Hélène d'une voix calme mais ferme, « j'ai besoin que vous m'écoutiez. Je suis la fille de cette domestique, Louise Morel, la femme que vous pensez avoir fui avec du linge sale. » Edith essaya d'atteindre la sonnette d'appel. Hélène posa doucement sa main sur celle de la vieille femme. Pas avec violence, juste avec assez de fermeté pour l'empêcher de bouger. Elle continua à parler. « Elle n'a pas fui avec du linge, elle a fui avec moi. J'étais le bébé que vous vouliez envoyer à l'orphelinat. Le bébé que vous considériez comme un problème à résoudre discrètement. Sauf que ma mère a décidé que je ne serais la propriété de personne. » Le silence qui suivit était épais, lourd de toutes les années écoulées. Edith regardait Hélène, puis elle regardait la photographie, puis de nouveau Hélène. Son visage pâlit encore plus qu'il ne l'était déjà. Ses lèvres tremblaient. Pour la première fois en 68 ans, peut-être, elle comprenait vraiment ce que cette décision pratique avait signifié pour une femme pauvre. Elle murmura enfin, sa voix à peine audible. « Je pensais que l'enfant était mort, ou perdu quelque part dans le monde. » Hélène ne bougea pas. Son regard restait fixé sur cette femme qui avait failli voler sa vie, avant même qu'elle ne commence vraiment. Elle répondit avec une sérénité qui venait du plus profond d'elle-même. « Je ne me suis pas perdue. Je me suis trouvée loin de votre maison. » Il n'y eut pas de demande de pardon. Il n'y eut pas de grande scène dramatique. Juste ce moment de vérité où le pouvoir symbolique s'inversa complètement. La fille de la domestique invisible se tenait debout à côté du lit de celle qui avait été sa patronne. Et cette fois, c'était Edith qui n'avait plus aucun contrôle. Hélène remit la photographie à sa place sur le mur. Elle sortit de la chambre sans se retourner.
Elle avait dit ce qu'elle devait dire. Le reste n'était plus son problème. 2 semaines plus tard, Madame Édith Vernier mourut d'une insuffisance cardiaque. Une mort naturelle, sans souffrance particulière. La famille organisa des funérailles discrètes. Hélène n'y alla pas. Louise non plus. Elle n'avait rien à faire là-bas. Mais 3 jours après l'enterrement, une avocate se présenta à leur porte. Elle apportait un paquet de la part de la succession Vernier. À l'intérieur, la photographie dans son cadre sombre, et au dos, écrit d'une main tremblante, les derniers mots qu'Édith avait couchés sur papier avant de mourir. Pour la fille de Louise. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux reconnaître que vous existez. C'est tout. Pas d'excuses, pas de regrets fleuris, juste cette reconnaissance tardive et minimaliste. Hélène lut ces mots à Louise. Elles restèrent longtemps silencieuses, regardant ensemble cette image qui avait tant de poids dans leur vie. Finalement, Louise dit quelque chose de simple mais profond. Elle a compris trop tard. Mais au moins, elle a compris. Les 2 années qui suivirent apportèrent des changements. Hélène termina sa formation complète d'infirmière. Non plus aide-soignante, mais infirmière diplômée. Elle portait maintenant l'uniforme blanc avec fierté, symbole qu'elle avait gagné sa place dans un monde qui ne voulait pas d'elle au départ. Louise, maintenant âgée de 48 ans, ne pouvait plus vraiment travailler. L'arthrite avait rendu ses mains presque inutiles pour le travail manuel. Sa toux s'était aggravée. Un œil commençait à perdre sa vision à cause d'un décollement de rétine non traité. Mais elle souriait plus qu'avant. Le secret qui la rongeait depuis si longtemps n'était plus là. En 1956, elles prirent une décision ensemble. Avec les économies d'Hélène et un petit prêt de la banque coopérative locale, elles louèrent un local modeste près de l'ancien lavoir où Marguerite avait travaillé. Elles ouvrirent une petite lavanderie. Pas grand-chose. Juste quelques bassines, des cordes à linge, un espace pour sécher et repasser. Elles installèrent une plaque simple au-dessus de la porte. Lavanderie Morel et fille. En français, cela sonnait comme une promesse, comme un héritage, comme une victoire silencieuse sur toutes les années où elles avaient été invisibles. Au-dessus du comptoir, dans un cadre en bois simple, elles accrochèrent la photographie de 1931. Les clients qui entraient la regardaient avec curiosité. « Qui sont ces gens ?» demandait-il parfois. Hélène répondait toujours la même chose. « C'est une histoire de quand ma mère a décidé que je ne serais le secret de personne. » Certains clients hochaient la tête sans vraiment comprendre. D'autres demandaient plus de détails. Et parfois, très rarement, Hélène racontait l'histoire complète. Le paquet de tissus, la fuite, les années de silence, la vérité révélée. Un jour d'automne, une jeune fille de 16 ans entra dans la lavanderie. Elle était enceinte. Cela se voyait malgré le manteau large qu'elle portait. Elle pleurait. Elle expliqua que sa famille l'avait mise à la porte, qu'il disait qu'elle allait salir leur nom, qu'elle ne savait pas où aller ni quoi faire. Hélène regarda Louise. Louise hocha la tête. Elles savaient toutes les deux ce que signifiait être une jeune femme seule et enceinte, dans un monde qui ne pardonnait pas ces choses-là. Hélène conduisit la jeune fille à l'arrière de la lavanderie, où il y avait une petite pièce avec un lit étroit. « Tu peux rester ici pour ce soir, » dit-elle. « Demain, on verra plus loin. Mais tu dois savoir quelque chose. Ici, personne n'est le secret de personne. On parle. On choisit. On reste debout. » La jeune fille essuya ses larmes. Pour la première fois en plusieurs semaines, elle sourit. Un sourire fragile, incertain, mais réel. Louise, debout près du comptoir, regarda la scène. Elle passa sa main déformée sur le cadre de la photographie. Ce geste qu'elle faisait souvent, maintenant. Comme si elle pouvait toucher le passé et lui dire qu'il avait un sens. Que tout ce qu'elle avait traversé, toute la douleur, toute la peur, toutes les années difficiles, avaient mené à ce moment. Le soir tombait sur la petite ville de Bourgogne. Les lampes s'allumaient dans les maisons. Les gens rentraient du travail. La vie continuait son cours ordinaire, avec ses petites joies et ses petites peines. Dans la lavanderie Morel et fille, 3 femmes de générations différentes, liées par des fils invisibles de solidarité et de compréhension, préparaient le repas du soir.
Elle parlait de choses simples. De la météo, du prix du pain, des nouvelles du quartier. Mais dans cette simplicité, il y avait quelque chose de profondément révolutionnaire. Parce que ces trois femmes avaient refusé d'être ce que la société voulait qu'elles soient. Louise avait refusé d'être une domestique obéissante qui abandonnait son enfant. Hélène avait refusé d'être définie par ses origines pauvres. Et maintenant, elles offraient à une autre jeune femme la possibilité de refuser elle aussi. La photographie de 1931 continua à accrocher au mur pendant des décennies. Bien après la mort de Louise en 1969, à l'âge de 61 ans, d'une pneumonie qui finit ce que les années d'eau froide avaient recommencé. Bien après qu'Hélène ait pris sa retraite d'infirmière et transformé la lavanderie en petit centre d'aide pour femmes en difficulté. Cette photographie devint une sorte de talisman. Un rappel que chaque vie, même celle qui semble la plus insignifiante, peut contenir une histoire extraordinaire de courage et de résistance. Que parfois, le plus grand acte de rébellion est simplement de choisir d'exister pleinement quand le monde veut que tu sois invisible. Les gens qui regardaient cette image aujourd'hui voient une famille bourgeoise prospère, posant devant leur belle maison. Ils voient des enfants bien habillés, des parents fiers, une domestique sur le côté tenant un paquet de linge. Mais ceux qui connaissent l'histoire voient autre chose. Ils voient une femme de 23 ans sur le point de changer le cours de sa vie et de celle de sa fille. Ils voient un paquet de tissus qui respire. Ils voient le moment exact où quelqu'un a décidé que l'amour maternel valait plus que la sécurité, que la dignité humaine valait plus que l'obéissance, que le droit d'exister valait tous les risques du monde. Cette photographie reste aujourd'hui dans la petite maison qu'Hélène habite encore, maintenant âgée de plus de 70 ans. Elle ne l'a jamais donnée à un musée. Elle ne l'a jamais vendue à un collectionneur, parce que cette image n'appartient pas à l'histoire publique. Elle appartient à l'histoire privée d'une mère et d'une fille qui ont refusé d'être séparées. Parfois, les petits-enfants d'Hélène lui demandent de raconter l'histoire de la photo. Et elle le fait, toujours avec la même émotion dans la voix. Elle parle de Louise qui portait un embrûlot qui respirait, de Marguerite qui a tendu la main quand personne d'autre ne le faisait, de Colette, la petite fille bourgeoise qui a compris avant les adultes que certains secrets étaient trop lourds à garder. Et elle termine toujours avec la même leçon. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de choisir l'amour plutôt que la peur, de choisir la vérité plutôt que le confort, de choisir d'exister pleinement, même quand le monde vous dit que vous n'avez pas le droit. Parce que dans ce paquet de tissus serré contre le cœur d'une domestique invisible, il y a 70 ans, il n'y avait pas du linge sale. Il y avait l'avenir. Il y avait l'espoir. Il y avait une vie qui refusait d'être un secret. Et cette vie, contre toute attente, avait fleuri. Au terme de cette histoire fictionnelle, inspirée des réalités douloureuses de notre propre passé, il reste une vérité simple. Parfois, le courage ne se voit pas sur les photographies, mais dans les choix silencieux que personne n'ose raconter. La dignité peut naître dans des chambres de bonne glaciale, et un geste d'amour, posé dans l'ombre, peut changer le destin de plusieurs générations. Chaque vie, même la plus discrète, mérite d'être regardée pleinement. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait repenser sur les secrets familiaux que l'on porte parfois sans en parler? Avez-vous déjà senti que quelqu'un, dans votre lignée, avait dû choisir entre obéissance et liberté? Quelles traces silencieuses du passé façonnent encore votre manière d'aimer, de protéger ou de pardonner aujourd'hui? Si vous êtes resté jusqu'au bout, écrivez le mot « résilience » dans les commentaires. J'aimerais savoir qui a accompagné Louise et Hélène jusqu'à la dernière ligne. Dites-moi aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille. Peut-être un souvenir d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent. Ces récits du passé peuvent inspirer de nouvelles histoires pour le canal, et je les lirai avec une grande gratitude. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime, d'activer la cloche et de partager cette vidéo si elle vous a touché. Et surtout, cliquez sur le quart final pour découvrir d'autres récits qui éclairent nos ombres, nos mémoires et la force humaine qui traverse les générations.